J'avais à peine jeté mes chaussures et ôté le blazer ajusté qui sentait encore le stress et l'air vicié des salles de conférence quand je l'ai entendu, un coup. Pas hésitant, pas timide, mais ferme, mesuré, comme quelqu'un qui avait tout à fait le droit d'être ici. Je me suis arrêté à mi-chemin du dézippage de mon sac d'ordinateur portable, le cœur se serrant tandis que je m'approchais de la porte. Mon immeuble avait un système de sécurité, personne ne se présentait comme ça. Mais quand j'ai regardé par le Judas, l'air de mes poumons s'est figé. C'était Joëlle. Derrière elle, les bras croisés comme une sentinelle, se tenait Vernon. Ma mère paraissait plus âgée, mais de cette manière soigneusement préservée, rouge à lèvres trop vives pour le milieu de la journée, boucle d'oreilles trop grande pour l'occasion. Vernon n'avait pas beaucoup changé, même posture rigide, même expression qui donnait l'impression que toute chaleur avait été chirurgicalement retirée de son visage. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté. « Marin », dit Joëlle, sa voix légère, comme si nous nous étions parlé la semaine dernière. « On peut entrer ? Il faut qu'on parle. » Avant que je ne puisse répondre, Vernon s'avança et franchit le seuil sans attendre. Joëlle le suivit avec un bref sourire gêné. J'ai fermé la porte derrière eux, plus lentement que nécessaire. Je ne leur ai pas proposé le canapé. Je ne leur ai pas demandé comment ils allaient. Je suis resté immobile, observant, sentant la pression dans ma poitrine monter comme de la vapeur emprisonnée dans une marmite scellée. Vernon alla droit au but, bien sûr qu'il le fit. Nous avons entendu parler de ton nouveau poste directrice des systèmes stratégiques, c'est ça? Un grand pas. On dirait que tu réussis bien. J'ai hoché la tête une fois, avec une neutralité prudente. Il continua, Cléo et Asa commencent l'université cet automne. Les dépenses s'accumulent. Nous nous sommes dit qu'avec le succès que tu as, tu pourrais être en mesure d'aider. Ça ne m'a pas frappé d'un coup. D'abord vint l'incrédulité, puis quelque chose de plus aiguisé, la reconnaissance. Il n'était pas là pour la réconciliation. Il n'était pas là pour reconnaître les années de silence, les anniversaires vides, le prêt que j'avais demandé à 18 ans et qu'ils avaient prétendu n'avoir jamais reçu. Ils étaient là parce que j'avais enfin de la valeur. Joëlle intervint comme pour adoucir la demande, ils ont travaillé dur, Marin, tout comme toi. Et tu sais comme les temps sont durs pour tout le monde en ce moment. Je n'ai rien dit. Ma mâchoire me faisait mal à force de serrer les dents. Mes yeux se sont posés sur Vernon, qui scannait déjà l'appartement comme s'il inventoriait mes possessions. Une vie réussie, dans son esprit, était un compte en banque prêt à être vidé. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'était pas leur culot. C'était à quel point je n'étais absolument pas surprise. C'était la façon dont mon corps s'est souvenu de se préparer avant même que mon esprit n'ait eu le temps de comprendre. Je reculai vers la porte mais ne l'ouvris pas. Ma main retrouva la poignée. Je la serrai fermement, me raccrochant à quelque chose de réel, de solide. Mon autre main tremblait légèrement, à peine perceptible. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont jamais vu. Je ne leur ai pas demandé de partir, mais je ne leur ai pas non plus proposé de s'asseoir. Avant le silence, avant l'oubli, il y avait des nuits où ma mère et moi vivions à notre propre rythme. Nous partagions un petit appartement au-dessus du garage de Mamie Ruth, sur Sycamore Street, juste nous deux. Les murs étaient minces, les planchers grinçaient, et le chauffage geignait plus fort que le vent en hiver, mais cela ressemblait à la maison. Ma mère travaillait de longues heures comme assistante en physiothérapie tout en étudiant à temps partiel, et j'ai appris tôt à réchauffer les restes de riz et à lasser mes chaussures sans demander. Pourtant, chaque soir, peu importe à quel point elle était fatiguée, elle rentrait à la maison pour moi. Parfois, nous mangions des plats micro-ondes, jambes croisées sur le canapé, regardant des rediffusions à travers le grésillement. D'autres nuits, elle lisait à voix haute des livres de poche usés, sa voix s'embrouillant un peu sur les mots plus longs. Je prétendais ne pas remarquer comment ses yeux papillonnaient d'épuisement avant la fin du chapitre. Je lui tapais l'épaule et disais, « Continue ». Et elle essayait toujours. À l'époque, l'amour n'avait pas besoin de mots. C'était une serviette chaude après le bain, un baiser sur le front entre deux bouchées, sa main tendue derrière elle sans regarder, juste pour s'assurer que j'étais toujours là. Quand Vernon est entré dans le tableau, cela n'a pas semblé être une perturbation, pas au début. Il était discret et poli, apportait des fleurs de l'épicerie et souriait plus avec sa bouche qu'avec ses yeux. J'avais 9 ans quand ils se sont rencontrés, 11 quand ils se sont mariés. Il a emménagé dans notre petit espace au-dessus du garage pendant quelques mois avant qu'il ne contracte un prêt hypothécaire, et nous avons laissé derrière nous la chaleur de Mamie Ruth. Au début, j'étais curieuse.
Il ne me parlait pas beaucoup, mais il ne criait pas non plus. Il existait à côté de moi comme un meuble solide, présent, facile à ignorer. Mais lentement, le ton de notre foyer a changé. L'appartement est devenu plus silencieux d'étranges manières. Le dîner est devenu quelque chose que nous faisions rapidement et sans conversation. Plus de séances sur le canapé, plus de livres lus à voix haute. Les routines que nous avions construites ont été remplacées par de nouvelles qui ne m'incluaient pas. Il parlait de son travail, de politique, de quelque chose qu'il avait vu à la télévision, et Joël et maman hochaient la tête, riaient, posaient des questions. Quand j'essayais d'intervenir, mes mots s'envolaient sans réponse, comme s'ils avaient été absorbés par les murs. Je me suis dit que ce n'était rien. Juste des choses d'adultes. Juste du stress. Juste un changement. Mais ensuite, ce fut mon test de maths laissé sans signature. Puis ce fut son absence à ma foire scientifique. Puis ce fut la nuit où elle a oublié de me dire bonne nuit du tout. Une nuit, j'ai dit, tu te souviens quand on lisait. Elle m'a regardé comme si j'avais demandé quelque chose d'un rêve qu'elle ne se souvenait qu'à moitié. Je suis resté proche, j'ai continué à planer, attendant qu'elle me regarde et me voie. Mais elle ne l'a jamais fait. Et le jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte de jumeaux, elle a souri comme si c'était la meilleure nouvelle du monde. Quand Joël m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai souri si fort que mes joues me faisaient mal. Des jumeaux, a-t-elle dit, riant nerveusement, une main sur son ventre à peine visible. Tu peux le croire ? Je le pouvais. Et je voulais croire que cela signifiait quelque chose de bon. J'imaginais l'aider à plier de minuscules vêtements, lire des livres d'images sur le sol, leur montrer comment épeler leurs noms et lasser leurs chaussures. Je pensais peut-être, juste peut-être, que cela nous rapprocherait à nouveau, que je pourrais faire partie de cette nouvelle version de notre famille. J'ai commencé à faire du babysitting pour les voisins, économisant mes petits gains dans une enveloppe en plastique étiquetée fond bébé. J'ai fait une liste de noms que j'aimais et je les ai imaginés m'appelant en grande sœur. Je me suis entraîné à réchauffer des biberons avec Mamie Ruth le week-end juste pour être prête. Mais à mesure que le ventre de Joël grandissait, l'espace entre nous aussi. Elle a cessé de me poser des questions sur l'école. Nos soirées cinéma ont disparu. Quand je lui ai tendu un devoir où j'avais eu un A, elle l'a regardé, a murmuré au bon travail et est partie. Un après-midi, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma chambre réaménagée, la moitié de mes étagères vidées pour faire de la place à des cartons de vêtements de bébé. Personne n'avait demandé. Au dîner, tout tournait autour du travail de Vernon, de ses envies et des couleurs de la chambre de bébé. Je suis redevenu un meuble. Seulement maintenant, je le savais. Je m'asseyais plus petite, parlais moins, attendais plus longtemps d'être remarquée. Quand mon 13e anniversaire est arrivé, j'ai attendu toute la journée. Pas de gâteau, pas de carte, pas de mention. Juste un mercredi ordinaire avec de la vaisselle à rincer et des devoirs à finir. Je me suis dit qu'elle préparait peut-être une surprise. Cette nuit-là, je me suis glissé dans mon lit et j'ai fixé le plafond, les mains serrées pour ne pas trembler. Les larmes sont venues quand même, des larmes silencieuses, le genre que l'on apprend à pleurer quand on ne veut pas que quiconque entende. Elle s'en est souvenue le lendemain matin. Mamie Ruth l'avait appelé pour le lui rappeler. Joël m'a donné une carte du magasin à $1 avec un baiser d'excuse sur la tête. Désolé, chérie, j'étais juste si fatigué. J'ai hoché la tête, j'ai dit que ça allait. Après ça, j'ai cessé d'attendre des choses. Vernon a commencé à me corriger davantage, ne parle pas la bouche pleine. Tu es trop vieille pour ce ton. Pourquoi n'aides-tu pas davantage? Mais il ne m'a jamais demandé comment j'allais, n'a jamais remarqué quand je me recroquevillais davantage sur moi-même. Joël était toujours ailleurs, même quand elle était dans la pièce. Et quand les jumeaux sont nés, le changement fut complet. Il y avait les tétés, les couches et les étapes. Il y avait des cadres photos qui ne contenaient que leur visage. Il y avait des visiteurs qui roucoulaient, des fêtes de bébés et des biberons sans fin alignés sur le comptoir. Il n'y avait plus de place pour moi. Et cela m'a frappé une nuit, en regardant Joël bercer l'un des bébés pour l'endormir, fredonnant doucement, son visage illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Elle n'était pas seulement redevenue mère, elle était devenue une nouvelle mère. Cela s'est passé un jeudi. Le dîner était du poulet rôti et de la purée de pommes de terre instantanée, le genre que Joël faisait quand elle était trop fatiguée pour faire semblant. Les jumeaux étaient grincheux. Vernon était irritable, et j'essayais de rester invisible, débarrassant les assiettes avant qu'on ne me le demande, raclant la nourriture dans la poubelle,
empilant discrètement la vaisselle sans faire de bruit. Je pensais avoir tout fait correctement. Une fois les jumeaux couchés, Joël m'a appelé dans le salon. Vernon était assis au bord du canapé, les mains jointes comme s'il s'apprêtait à faire un sermon. Joël ne s'est pas assise. Elle se tenait derrière lui, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux fixés sur un point quelque part près du tapis. Marin, commença Vernon, non sans gentillesse mais avec un certain détachement, comme s'il parlait à un locataire plutôt qu'à un enfant. Les temps sont durs. Les bébés ont besoin de plus d'espace, de plus de temps, de plus de l'attention de Joël. Nous avons essayé de faire en sorte que tout fonctionne, mais c'est de plus en plus difficile. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant toujours un torchon, mes doigts serrés autour du tissu humide. Il continua, nous pensons qu'il est préférable que tu restes chez ta grand-mère un certain temps, juste le temps que les choses se calment. Joël ne m'avait toujours pas regardé. Le torchon dans ma main était maintenant trempé, égouttant sur le parquet. Je ne sentais plus mes jambes. Juste le temps que je me remette sur pied, ai-je demandé, sans savoir à qui je posais la question. Vernon hocha la tête d'un mouvement sec. Joël hocha simplement la tête. Pas de protestation, pas d'hésitation. Ce fut le pire. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fait mes valises lentement, comme si en bougeant assez doucement, rien de tout cela ne serait réel. Quelques chemises, mes livres scolaires, une photo encadrée de Mamie Ruth et moi à la foire du comté, toutes les deux riant, collantes de barbe à papa. J'ai laissé le reste, des affiches, le carnet sous mon matelas, l'étoile en papier que j'avais faite pour Joël un Noël et que j'avais retrouvé des semaines plus tard fourrée dans un tiroir. Le couloir semblait plus long que d'habitude quand je suis sorti. Vernon n'a rien dit. Joël se tenait près de l'embrasure de la porte, mais ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas demandé si j'avais assez de chaussettes ou si je voulais qu'elle m'y accompagne. Elle a ouvert la porte et a laissé l'air froid entrer. J'ai marché les quelques pâtés de maison jusqu'à chez Mamie Ruth, mon sac à dos tirant sur une épaule et la nuit pesant sur l'autre. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Elle a ouvert la porte avant même que je ne frappe. J'avais dû être visible depuis la fenêtre, une petite silhouette dans une veste trop légère. « Oh, ma chérie » a-t-elle murmuré, me tirant à l'intérieur, m'enlaçant comme si elle pouvait recoudre quelque chose de brisé juste en le serrant assez fort. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Derrière elle, ma tante Simone se tenait dans le couloir avec une couverture dans les bras et un regard qui disait qu'elle avait toujours su que cela arriverait. La première chose que j'ai apprise en vivant chez Mamie Ruth, c'est que l'amour pouvait être discret et constant. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que l'amour ne payait pas les fournitures scolaires ni les tickets de bus. Il me donnait tout ce qu'il pouvait, une chambre d'amis avec des meubles dépareillés, des repas chauds, de l'espace pour respirer. Mais ils étaient retraités, vivant de revenus fixes, et je pouvais voir la façon dont les mains de mamie tremblaient chaque fois que le courrier apportait des factures. Alors j'ai trouvé un travail au dîner Sunrise, à quelques pâtés de maison de l'école. Les week-ends, les soirs, les vacances scolaires, chaque fois que je n'étais pas en classe, j'étais en tablier, remplissant le café, nettoyant le sirop collant des menus plastifiés, comptant les billets froissés à la fin du service, et rentrant à pied, mes pieds me faisant mal à travers mes vieilles baskets. Je ne me plaignais pas. Je ne l'ai dit à personne, ni à mes professeurs, ni aux autres enfants. Je souriais quand il le fallait, levais la main quand je le pouvais, et maintenais mes notes stables parce que je savais que c'était la seule issue. Simone me laissait de petits mots dans ma boîte à lunch, continue de grimper ou je te vois. Parfois, je les gardais dans ma poche pendant un service comme une armure. Ma dernière année est arrivée plus vite que prévu. J'ai postulé à 5 universités, la moitié sur un coup de tête, juste pour voir si quelqu'un, quelque part, pouvait voir quelque chose en moi. Quand la première lettre d'acceptation est arrivée, je l'ai ouverte dans l'arrière-salle du dîner pendant ma pause. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas souri au début. J'ai juste fixé les mots jusqu'à ce qu'ils aient un sens. Nous avons le plaisir de vous offrir l'admission. Puis vint le calcul. Même avec une bourse partielle et une bourse Pell, ce n'était pas suffisant. J'avais besoin d'un prêt fédéral, ce qui signifiait que j'avais besoin d'un co-signataire. Je me suis assise à la table de la cuisine de mamie pour rédiger le message à Joël. Je l'ai écrit. Je l'ai supprimé. Je l'ai réécrit. Finalement, j'ai cliqué sur envoyer, salut maman, j'ai été accepté dans quelques écoles. Je m'occupe de l'aide financière, mais j'ai besoin d'un co-signataire pour un prêt. Serais-tu d'accord?
Elle a répondu le lendemain matin, « Désolé, nous économisons pour Cléo et Asa. J'espère que tu comprends. » C'était tout, pas de félicitations, pas de questions, juste un rejet catégorique comme si elle refusait une offre de télémarketing. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots cessent de faire mal. Quand j'ai dit à Simone, elle n'a pas scié. Elle a juste hoché la tête, comme si elle s'y attendait. D'accord, a-t-elle dit. Alors je le ferai. J'ai cligné des yeux. Tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé, a-t-elle dit, mais je vais le faire. Elle a signé les papiers le lendemain. Aucune question posée, aucune culpabilité attachée. Juste une signature qui disait « Je crois en toi ». Et c'était suffisant pour me porter à travers les 4 années suivantes. L'université n'était pas fastueuse. Ce n'étaient pas des fêtes tardives, des clubs universitaires ou des chambres d'étudiants ornées de guirlandes lumineuses. Pour moi, c'était des nouilles instantanées, du café discount et le bourdonnement d'un ordinateur portable d'occasion alors que j'apprenais seul à créer des sites web à partir de vidéos YouTube et de tutoriels gratuits. Pendant la journée, j'assistais aux cours et prenais des notes méticuleuses. La nuit, je travaillais à distance pour une petite chaîne de fleuristes, réparant les codes défectueux et gérant leurs commandes en ligne. J'ai appris à vivre avec 3 heures de sommeil et à transporter des gouttes pour les yeux dans mon sac. Certains jours, je pensais que je pourrais disparaître entièrement d'épuisement. Mais ensuite, j'ouvrais ma boîte de réception et je voyais un message de Simone, juste un cœur, juste un tournesol, juste quelque chose qui me rappelait que je ne faisais pas cela seul. Je n'en ai jamais parlé sur les réseaux, je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à elle. Je ne voulais pas de félicitations, je voulais de la stabilité, une vie que je pourrais construire de mes propres mains, brique par brique silencieuse. Quand la remise des diplômes est arrivée, Simone était au premier rang, portant une robe bleue qui ne lui allait pas tout à fait, les yeux rouges avant même que je n'atteigne la scène. J'ai cherché Joël une fois, juste une fois, mais je savais que c'était inutile. Son absence était la seule chose constante qu'elle m'eût donnée. Simone a pris une photo de moi tenant mon diplôme dans une main et une barre granola à moitié mangée dans l'autre. La preuve, a-t-elle dit en souriant, tu l'as fait. Après cela, les années se sont estompées. J'ai déménagé à Asheville, j'ai pris un poste en logistique, j'ai gravi les échelons discrètement, lentement. J'ai appris de nouveaux systèmes. J'ai construit une vie modeste dans un appartement tranquille avec un porche rempli d'herbe en pot et une paix que je n'osais nommer à voix haute. Parfois, je faisais défiler de vieilles photos des jumeaux sur la page de Joël, gâteau d'anniversaire, récompenses scolaires, vacances en famille dans des endroits où je n'avais jamais été invité. Je me suis arrêté un jour, sans vraiment l'avoir décidé. J'ai juste fermé l'onglet. Bloqué le compte. Non par colère, mais par préservation de soi. Mon monde est devenu calme, stable, le mien. Jusqu'à l'automne dernier. Lors d'une fête prénatale chez une cousine, Simone a fait une remarque en passant. Quelque chose à propos d'un projet que je dirigeais, à quel point elle était fière, à quel point j'avais progressé. Je ne pense pas qu'elle ait même remarqué qui se tenait derrière elle, assiette de fruits à la main, fourchette en plastique suspendue en l'air. Joël. Elle n'a rien dit tout de suite. Elle a juste cligné des yeux, incliné la tête. Et pour la première fois en plus d'une décennie, ses yeux m'ont suivi dans la pièce comme si j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être remarqué. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Ils se tenaient dans mon salon comme s'ils y avaient encore leur place. Le sourire de Joël a vacillé dès que je n'ai pas rendu le sien. Les bras de Vernon étaient croisés, sa posture décontractée mais lourde d'attente. Nous avons entendu parler de ton nouveau rôle, a répété Joël, comme si je ne l'avais pas déjà entendu le dire sur le porche. C'est incroyable, marin. Tu as fait tellement de chemin, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé remplir le silence. Vernon a renchéri. Les jumeaux commencent tous les 2 l'école cet automne. De bonnes écoles, mais les frais de scolarité sont un effort. Et nous nous sommes dit que tu étais dans une bonne position maintenant. Tu pourrais aider. Aider comme si c'était une obligation, comme si je leur devais quelque chose pour avoir survécu sans eux. Le ton de Joël s'est adouci, devenant mielleux. Nous savons que c'est une grosse demande, mais tu réussis bien, et c'est ce que les familles font, se soutenir quand elles le peuvent. Je l'ai regardé alors, vraiment regardé. Et j'ai vu les années qui s'étaient écoulées, pas seulement sur son visage, mais dans l'écart entre celle qu'elle avait été et celle qu'elle avait choisi de devenir. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi, ai-je dit, la voix stable. Tu n'as pas signé le prêt.
Tu n'es pas venu à la remise des diplômes. Tu n'as pas appelé, pas une seule fois. La mâchoire de Joël s'est serrée. Tu es trop dramatique. Non, ai-je dit. Je suis clair. Je m'en suis sorti sans vous, et maintenant vous voulez agir comme si nous étions encore une famille. Vernon ricana, tu n'as pas d'enfant. Tu n'es pas marié. Dans quoi d'autre dépenses-tu de l'argent? Je me suis tourné vers lui. La paix. La thérapie. Un loyer que j'ai gagné sans culpabilité. Les yeux de Joël se sont aiguisés. C'est égoïste. J'ai respiré lentement, laissant la chose se poser dans ma poitrine avant de répondre. Non, ai-je dit. C'est une guérison. La pièce semblait immobile. Pas tendue, juste terminée. J'ai marché jusqu'à la porte, les ouverte et les tenue sans dire un mot. Ils sont restés figés un instant. Puis Joël s'est avancé, me frôlant. Vernon a suivi, murmurant quelque chose que je n'ai pas saisi. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai juste fermée fermement. Et puis je suis resté là, la main sur la poignée, stable d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Le lendemain matin, j'étais assise à ma table de cuisine, mon ordinateur portable ouvert et un brouillon de mail vierge qui attendait. Pas de rage, pas de long discours, juste une dernière frontière écrite avec des mots qui ne tremblaient pas. Joël, je vous souhaite le meilleur à toi et à ta famille, mais je ne suis pas en mesure, émotionnellement ou autrement, de répondre à ta demande. Veuillez ne plus me contacter. Marin. Je l'ai lu une fois, puis encore, puis j'ai appuyé sur envoyer sans hésitation. Il n'y a eu aucune publication, aucun coup de gueule, aucune citation énigmatique en ligne. Juste le calme. Un silence qui m'appartenait, cette fois. Cet après-midi-là, je me suis connecté au portail de donation de mon ancien collège communautaire. Sous objet, j'ai tapé au fonds de bourse pour les étudiants de première génération sans co-signataire. Je l'ai listé au nom de Rutélé. Elle n'avait jamais utilisé d'ordinateur de sa vie, mais je pense qu'elle aurait aimé ça. La confirmation a retenti dans ma boîte de réception, et je me suis permis d'expirer, une longue, douce respiration que je ne savais pas retenir depuis mes 15 ans. Plus tard, je suis sorti sur le porche et je me suis accroupi près du plan de lavande que Simone m'avait donné quand j'avais déménagé ici. La terre était sèche, les tiges penchaient légèrement vers le soleil. Je l'ai arrosé doucement, regardant la terre s'assombrir et se tasser. Rien dans ma vie n'avait été facile, mais certaines choses avaient enfin appris à fleurir. Et cette fois, je n'attendais plus que quelqu'un d'autre le remarque.